Ce film s'inspire du fascicule Montpellier à pied, édité par la Fédération française de la randonnée pédestre dans sa collection Rando citadine. Le circuit numéro 3 de 3 km va nous amener des bords du Lèze, l'une des deux rivières qui parcourt Montpellier, jusqu'à la promenade du Pérou. Et nous allons traverser les quartiers modernes de Montpellier, puis ses artères haussmanniennes. Face à nous, côté est, l'hôtel de région. Conseil régional de Languedoc-Roussillon. Le Lèze, dont les crues peuvent être redoutables, est avec le Verdançon, son affluent, l'un des deux fleuves qui arrosent Montpellier. Sur la rive opposée, encore des quartiers modernes, quartiers de Port-Marianne et Odysseum. Nous allons nous diriger vers l'ouest, vers la place de la Comédie. J'ai choisi le matin parce que c'est à ce moment-là qu'on est éclairé par le soleil dans cet axe. Un homme soulève un cheval, d'après l'Arioste. Nous allons aboutir au-dessus des escaliers, place de l'Europe. Les bâtiments modernes de la place de l'Europe s'ouvrent en arc de cercle. Un arc de cercle qui est percé par un axe vers le quartier Antigone. Mais cet axe nous est bouché par une reproduction de la victoire de Samothrace. L'original de la victoire de Samothrace, statue grecque, est au Louvre à Paris. Les quartiers modernes de Montpellier sont dus à l'architecte catalan Ricardo Bofill, mais également à Christian de Ports-en-Parc, Paul Chemetov également. L'hôtel de région et la victoire de Samothrace dans la pénombre. La structure de béton de la place de l'Europe est adoucie par le socle, qui est en fait un parterre de pelouse. La perspective vers Antigone. Avenue de Poséidon, le dieu de la mer. La piscine olympique d'Antigone. L'architecture de la piscine olympique montpelliéraine est due à l'architecte catalan Ricardo Bofill. L'hôtel de région. À droite, la médiathèque, œuvre de Borja Huidobro et de Paul Chemetov. On aime bien les dieux grecs par ici, statue de Dionysos ou Bacchus, dieu du vin. Boulevard de l'Acropole. Nous arrivons place de Thessalie, région grecque. Vue générale de l'allée de Délos.
Le bâtiment pont de la place de Thessalie est surmonté par une coupole. L'architecture de la place est d'inspiration néo-antique. Les architectes ont laissé de nombreux détails. La piscine olympique. Franchissons la voûte limitant la place de Thessalie. Nous allons nous retrouver place Zeus. Statue d'Athéna, Diane chasseresse. Les immeubles de la place Zeus, le roi des dieux, Jupiter. La place Zeus est coupée par la rue Léon Blum. La place Zeus est en réalité une demi-place, un peu comme la place de l'Europe. Nous nous engageons à présent dans la place du Millénaire. La place du Millénaire est bordée de cyprès et de pins pignons. Au milieu de la place, une rigole symbolise la pente douce jusqu'aux Lèzes. De part et d'autre de la place du Millénaire, les immeubles au rez-de-chaussée possèdent une galerie ouverte avec portique. La place du Millénaire fait plus de 100 mètres de long. Nous allons déboucher place de Thèbes. Les motifs antiques abondent. C'est en réalité la rue de Thèbes et non pas la place de Thèbes qu'il faut franchir pour nous trouver place du Nombre d'Or au cœur du quartier Antigone. Les abords de la place du Nombre d'Or. Le quartier Antigone est dû au Catalan Ricardo Bofill. La construction du quartier Antigone, qui s'étend sur 50 hectares, a été décidée dès 1979. On a utilisé le béton architectonique, un béton particulièrement solide. C'est l'anti-faubourg. Il y a ici 4500 logements, dont un tiers pour l'habitat social, mais également bien des commerces et des bureaux. Toute l'inspiration d'Antigone est d'origine gréco-romaine. La place du Nombre d'Or renvoie à l'Agora, la place publique sur laquelle se réunissaient les Grecs. La place du Nombre d'Or se poursuit par le centre commercial du Polygone. Je ne sais pas ce que je fais. Si je prends le 30 euros,
Nombreuses fontaines ici. Le centre commercial du Polygone. Contournons le Polygone par la gauche. Reproduction du discobole. Les immeubles modernes qui jouxtent le Polygone sont nettement moins réussis. Nous nous engageons dans l'étroit passage de l'Horloge. Passage bien nommé. L'entrée du centre commercial Polygone. À proximité, le parvis va nous conduire à la mairie de Montpellier. Place Francis Ponge. L'hôtel de ville n'est pas franchement sexy. Mairie de Montpellier. Face à nous, l'immeuble du Triangle. 20 étages. Nous allons prendre l'allée Jules Millot qui va nous ramener place de la Comédie. Elle est bordée de diverses boutiques. L'architecture moderne de l'immeuble du Triangle. Floraison des coussins de belle-mère. La librairie Soran est la plus grande de Montpellier, l'une des plus grandes de France. L'office de tourisme de Montpellier. Pas encore l'heure du repas. Et nous voici revenus à la plaque tournante de Montpellier, la place de la Comédie. Nous allons rejoindre à présent la promenade du Pérou. On ne se lasserait pas d'admirer cette place. L'immeuble du Triangle. À l'une de ses extrémités, les balcons sont riches en végétaux. Nous allons traverser en vitesse le vieux centre par la rue de la Loge, ancienne rue dorée. J'ai dit que la fontaine des Trois Grâces, Aglaé, Euphrosine et Thalie étaient dues au sculpteur Étienne d'Antoine.
Il s'agit en fait d'une copie. L'original est dans l'opéra. Du Haussmann sans Haussmann. La rue de la Loge monte vers la place des Martyrs de la Résistance. Nous changeons complètement de style. Ces boules indiquent l'entrée du secteur piétonnier, mais ça n'est pas intégralement respecté. La place Jean Jaurès. C'est ici que Montpellier est né. Impossible de ne pas le reconnaître. Nous passons de nouveau devant les Halles Castellanes. Arrivée place des Martyrs de la Résistance. La préfecture de l'Hérault n'a pas bougé. Ancien hôtel de la comtesse de Ganges. À partir d'ici, nous nous engageons dans la rue Foch, qui va nous conduire place du Pérou. La rue Foch date du Second Empire. Elle s'est d'abord appelée rue Impériale, puis rue Nationale, puis rue Foch. La rue Foch devait être percée à l'origine jusqu'à la place de la Comédie, mais il y a eu des problèmes de financement. Hôtel désaffecté. L'Arc de Triomphe. La statue équestre de Louis XIV. Et le château d'eau. Le palais de justice de Montpellier, qui date de 1853. Il s'élève sur l'emplacement de l'ancien château fort des Guilhem, les fondateurs de Montpellier. Statue du cardinal de Fleury, Premier ministre de Louis XV, et de Cambacérès. Si Napoléon Ier a son arc de triomphe à Paris, Louis XIV a son arc de triomphe à Montpellier. Il a été élevé en 1691 par Davillers. Il est tout naturellement à la gloire du roi Soleil. Des médaillons représentent la vie de Louis XIV. Ici, à genoux, la province des Pays-Bas vient supplier Louis XIV de les épargner. Grâce à Louis XIV et quand même aussi à l'ingénieur Paul Riquet, la Méditerranée et l'océan Atlantique ont été joints par le canal du Midi. Louis XIV, couronné par la gloire, après avoir terrassé l'aigle autrichien. Ce côté a conservé les lys de France. Sur ce médaillon, Louis XIV terrasse le lion britannique.
Nous débouchons place royale du Pérou. Il ne s'agit pas du pays, le Pérou. Il s'agit tout simplement du pays des pierres. Les perriers étaient les tailleurs de pierre. Statue du Biterrois Injalbert, des chérubins avec des lions, symbolisant l'amour domptant la force. Les grilles d'entrée du parc sont de Philippe Bong. C'est en 1688 que l'on s'est décidé à placer ici la statue de Louis XIV. Elle a été fondue en 1692 à Paris, puis elle a été transportée du Havre à Bordeaux, puis ensuite sur la Garonne. Elle est tombée dans le canal du Midi et ce n'est qu'en 1718 qu'elle a été placée ici. Inutile de dire que la statue a été détruite pendant la Révolution. C'est une copie plus modeste qui a été replacée ici sous Louis-Philippe. La promenade du Pérou, plantée de platanes et de magnolias, est bien agréable. La place royale du Pérou est divisée en une terrasse supérieure et une terrasse inférieure. Lorsque le temps est clair, il est possible de voir jusqu'au massif du Canigou dans les Pyrénées-Orientales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'ancienne église Sainte-Anne, carré Sainte-Anne, vue depuis les jardins du Pérou. Ce brave Louis doit avoir mal, le bras toujours tendu. Allons voir d'un peu plus près le château d'eau. Le château d'eau est un chef-d'œuvre de Jean-Antoine Giral. Chef-d'œuvre du XVIIIe siècle. Il reçoit l'eau de la source du Lèze par l'intermédiaire de l'aqueduc Saint-Clément. Beau chapiteau corinthien. L'aqueduc des Arceaux. Il amène les eaux depuis la source du Lèze. La valériane est déjà en fleurs. Le château d'eau est vraiment majestueux. Une superbe grille. Chef-d'œuvre de ferronnerie. L'aqueduc ne date pas de l'Antiquité, même s'il s'inspire du pont du Gard. Platane et magnolia.
Vers le nord, on aperçoit bien le pic Saint-Loup, qui culmine à plus de 600 mètres d'altitude. La cathédrale Saint-Pierre. Cette promenade est tout ce qu'il y a de plus reposante. Vue sur le clocher de la cathédrale Saint-Pierre, et c'est la fin du cycle numéro 3.